Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où j'avais un peu envie de vous parler de classiques et plus particulièrement de 4 classiques qui à mon avis sont des bons classiques, on va dire, pour débutants, qui à mon sens peuvent être lus sans que l'on ait forcément lu de classiques auparavant, sans que l'on ait un niveau de lecture extrêmement élevé. Et ce sera donc... L'idée, c'est de vous présenter 4 classiques également qui abordent des thèmes différents pour vous montrer que le terme classique étant vague, il inclut énormément de livres très différents avec des thématiques très différentes. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Amélia, je parle de littérature assez régulièrement. En ce moment, j'ai fait une petite pause, mais normalement 1 à 2 fois par semaine, je parle de livres que j'ai découverts, je parle de littérature de manière plus générale et j'espère vous encourager à lire un petit peu plus, à prendre du plaisir à la lecture. Voilà, donc j'ai ma tasse de thé et je suis prête à vous parler de 4 classiques qui à mon avis peuvent être lus par des débutants. Le premier roman dont j'avais envie de vous parler, c'est La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Et oui, j'imagine que vous avez été des nombreux et nombreuses à le lire très probablement à l'école. Il s'agit d'un des premiers romans, entre guillemets, historiques publiés en français, mais également d'un des premiers romans considérés comme vraiment des romans d'analyse, des romans qui développaient les sentiments de leurs personnages. Donc, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, c'est un roman qui date du XVIIe siècle, qui a été publié en 1678, donc avant la Révolution française, et qui va nous placer à la cour de Henri II. Et il va suivre un triangle amoureux entre justement la princesse de Clèves et le duc de Nemours. J'ai dû regarder parce que j'ai toujours un doute par rapport au nom des personnages, c'est récurrent dans mes vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai lu et je l'ai apprécié. Donc comme vous pouvez le voir, tout d'abord par sa taille, ce n'est pas du tout un livre très épais ni un livre difficile à aborder. C'est un livre également qui a la particularité d'être écrit par une femme parce que je pense que l'on accuse les classiques pas toujours à tort, mais parfois de manière un peu trop facile à mon sens, à des hommes blancs, etc. Or là, il s'agit vraiment d'un livre qui a révolutionné la littérature française, écrit par une femme en plus à une époque très différente de la nôtre. Et ce que je trouve génial avec ce roman, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin, alors connaître la politique un petit peu de la cour d'Henri II, bien sûr c'est un plus, mais on n'a vraiment pas besoin de trop se prendre la tête avec ça. Le style demeure tout à fait abordable et on va vraiment au fait pouvoir suivre un personnage féminin qui est mené au mariage et qui va vouloir résister en quelque sorte à sa passion et aux conséquences auxquelles cela mène. Donc on a vraiment un personnage de ce point de vue là féminin qui est bien développé, qui est pas juste là pour faire joli et jouer un peu un rôle de tapisserie comme ça peut arriver dans les romans écrits par des hommes. Ça se lit super facilement, encore une fois, non seulement du fait de sa taille mais également du style qui est très abordable. Alors c'est vrai qu'il est un peu différent des autres classiques que j'ai sélectionnés parce que la date est un peu différente, mais ça reste quand même un incontournable de la littérature française, probablement un des classiques les plus populaires également qui sont lus à l'école. Moi je ne l'avais pas lu lors de ma scolarité, donc je l'ai lu bien des années plus tard, mais je trouve ça génial au fait de pouvoir se plonger dans une atmosphère historique qui est tellement différente, mais qui pour son époque a révolutionné tellement de choses au niveau de l'écriture, au niveau de la psychologie également des personnages qui est très développée, au niveau de la perception des sentiments également qui est très présente dans ce roman, qui a une écriture très délicate. On pourrait la considérer comme une forme d'écriture féminine du fait qu'il aborde des sentiments. À mon avis, c'est pas une dichotomie qui est tout à fait exacte, mais ça reste un classique littéralement très très abordable et ne vous laissez pas du tout intimider par la date de publication parce qu'il va vraiment vous surprendre par sa facilité. Ensuite, le deuxième roman dont j'avais envie de vous parler a la particularité d'être invisible. Donc plus sérieusement, il s'agit du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, sauf que je l'avais lu à l'époque en médiathèque, que je pense à l'avoir acheté mais que je ne l'ai pas chez moi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'achète des livres, hein. C'est bien pratique de pouvoir les ressortir. Donc pourquoi est-ce que de toute l'œuvre de Victor Hugo, qui est considérée parfois comme
the auteur de la langue française, j'ai sélectionné Le Dernier Jour d'un Condamné, alors que je pourrais vous parler au final des Misérables, de Notre-Dame de Paris et de bien d'autres. C'est parce que Le Dernier Jour d'un Condamné est vraiment le premier livre d'Hugo que j'ai lu. Je l'ai lu assez tôt, je l'avais choisi purement par le fait que ce soit un des romans les plus courts de Victor Hugo, qui fait à peu près 300 pages, et il m'avait beaucoup impressionnée, il m'avait beaucoup plus prise que ce que je pensais. Alors, on va pas avoir réellement une histoire qui va être extrêmement développée du point de vue des narratifs ou du point de vue des personnages, puisque comme le titre l'indique, on va suivre un condamné à mort dans les dernières 24 heures de sa vie. Donc le roman se déroule vraiment 24 heures avec avant son exécution, jusqu'à la date où jusqu'au jour où il est guillotiné en public. C'est un livre de par ses thèmes qui est extrêmement politique, et cet aspect politique est réellement développé à travers le personnage principal, dont on ne connaît pas forcément toute la faute, mais on va retracer son parcours, on va vraiment lui donner une humanité qui à l'époque n'était pas du tout préservée dans le traitement des prisonniers, et qui ne l'est pas non plus ailleurs dans la plupart des cas dans le monde, mais on a vraiment un côté extrêmement humain qui ressort de ce roman, qui avait été publié en 1828, donc 1829 pardon, anonymement sous la Restauration, donc à une époque politique un peu difficile où Victor Hugo a commencé à attirer a manqué un peu de faveur politique, on peut dire, mais qui a vraiment lancé l'opinion publique pour la toute première fois sur le sujet de la peine de mort qui est encore pratiquée dans la plupart des pays du monde, qui a été abolie en France plus d'un siècle après la publication de ce roman, qui est plutôt un roman-essai de par ses thèmes et de par son aspect politique très présent, mais cela montre à quel point la littérature et l'utilisation de la littérature comme médium peut être réellement révolutionnaire et avant-gardiste lorsqu'il parle de thèmes qui n'étaient littéralement traités mais par absolument personne. Donc dedans il y a tout ce travail d'humanisation d'un prisonnier, mais également cette critique envers la société du spectacle, puisque les exécutions étaient faites publiquement et que les gens allaient littéralement s'amuser à regarder des gens en train d'être torturés et ensuite assassinés en public, par l'État d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, c'est réellement un roman qui pour moi a changé ma perception de la littérature et de l'aspect politique que peut avoir la littérature. Ça va également vous servir d'introduction au combat politique de Victor Hugo, à sa prise de position politique qui a changé au fil de sa vie, mais qui et quand même pendant la majorité de sa vie, il s'est ensuite attaché très rapidement au sort des plus vulnérables et des plus défavorisés, donc on voit vraiment ce départ dans sa vie. C'est clair que ce n'est pas le roman que j'ai choisi aujourd'hui qui a le plus d'action, parce qu'il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion sur le système judiciaire, mais ça reste à mon sens une lecture tout à fait abordable et qui vous fait réellement prendre conscience de l'engagement politique qui peut être présent dans l'œuvre d'un écrivain, que ce soit à gauche mais également à droite, et donc d'un aspect extrêmement d'un aspect de la littérature qui est finalement très connecté à la réalité et qui à mon avis est extrêmement important aujourd'hui. Ensuite, le second roman dont je sais pas compter visiblement. Le troisième roman dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Belle Amie de Maupassant, qui est un roman que j'ai lu très récemment. Donc tout d'abord, par rapport à Maupassant, je pense que si vous voulez commencer cet auteur, c'est super abordable si vous vous tournez surtout vers ces nouvelles fantastiques par exemple, ou le Horla qui n'est pas extrêmement long non plus. Il a une écriture qui est extrêmement moderne, et si vous aimez bien si vous aimez par exemple Lovecraft, je pense tout à fait que ces nouvelles fantastiques peuvent être très prenantes. Mais pour le cadre de cette vidéo, j'ai choisi Belle Amie, encore une fois très différent des deux romans que je vous ai présentés avant, puisqu'il va nous plonger dans le rôle, dans le monde du journalisme, pardon, mais également dans la thématique des rapports entre les hommes et les femmes. Donc dans ce roman, on va suivre Georges Duroy, qui est un jeune homme dans le Paris du Second Empire, qui va vouloir absolument par tous les moyens réussir en société et s'élever socialement, puisque c'est un fils de restaurateur, enfin ses parents ont une auberge au-dessus de Paris, en Normandie. Et il va choisir le domaine du journalisme et se lancer dedans et absolument
être prêt à tout et à n'importe quoi, et je suis très littérale sur ce thème, pour pouvoir réaliser ses objectifs sociaux. Un des thèmes centraux de ce roman, c'est que Georges Duroy va utiliser les femmes, va vampiriser le talent des femmes pour pouvoir réussir sa carrière de journaliste. C'est-à-dire qu'on va avoir un univers du journalisme, mais également un univers politique qui est l'atmosphère du Second Empire, où les femmes n'ont pas, voire même pas du tout de droits sociaux, ni de droits au sein de leur famille, ni de droits tout court, très honnêtement, et qui du coup vont se faire publier à travers des hommes, ou qui vont devoir utiliser différents stratagèmes pour la publication, et Georges Duroy va profiter de la vulnérabilité sociale des femmes pour s'élever. Je vais pas trop vous en dire plus, mais il y a vraiment le thème de la vampirisation qui est très très présent dans cette œuvre. L'écriture est quant à elle vraiment très très abordable, encore une fois, vous pouvez lire à mon sens Maupassant sans aucune difficulté, il n'y a pas de phrases à rallonge, il n'y a pas un vocabulaire extrêmement pointu non plus, ça reste plutôt simple à lire, et l'histoire est très prenante parce que vous pouvez vraiment penser à ces univers, voilà, enfin c'est encore traité dans les séries aujourd'hui, mais on adore regarder des séries qui vont se passer dans des bureaux, dans des banques, dans le monde du journalisme, où tout le monde va vouloir se couper et se faire des sales coups pour réussir professionnellement. Et ça date du 19e et ça montre que les choses n'ont pas beaucoup changé dans ce sens-là. Donc un très beau roman, très abordable, quoi d'autre? Sinon, Bellamy qui est un très beau personnage, donc il va utiliser de sa beauté pour profiter des femmes, donc on s'attendrait plutôt à ce que ce soit une femme qui le fasse. Les personnages féminins qui sont très très bien développés par Maupassant, qui ne passent pas du tout aux oubliettes, et une critique du monde mondain, de la mondanité parisienne finalement, et de son aspect totalement hypocrite. Voilà, et le quatrième ouvrage que j'ai choisi est un peu plus gros. Pour les férus de littérature, vous aurez peut-être reconnu à la couverture Le Comte de Monte-Cristo, ou son premier tome d'Alexandre Dumas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un plus gros, il est bien chunky, et le deuxième tome fait à peu près la même taille. Mais je l'ai choisi parce que, du fait qu'il se range dans la catégorie de romans de cap et d'épée, il y a énormément d'action, il se passe beaucoup de choses, et c'est donc un classique très dynamique. Parce que ce que l'on reproche assez souvent au classique, c'est justement d'être trop contemplatif, d'être trop lent, qu'il n'y ait pas assez de choses qui se passent. Or là, on est vraiment à l'opposé de ça. Il a été publié pour la première fois en 1844, donc encore une fois un troisième roman du 19e qui est vraiment peut-être le siècle des classiques, ou en tout cas qui est mon siècle préféré du point de vue littéraire. Et on va suivre Edmond Dantès, pardon, il n'y a pas de un homme qui a été emprisonné par erreur pendant 14 ans. Il a été accusé d'être un complotiste bonapartiste, et donc il est envoyé en prison alors qu'il n'avait rien fait, et lorsqu'il va en sortir, il va bien évidemment vouloir se venger. Pour accomplir sa vengeance, il va assumer différentes identités en cachant la sienne. Il va rencontrer également il va également vivre une histoire d'amour, il va vivre énormément de choses, et comme je l'ai dit, c'est un roman d'action. Il y a cette thématique de la vengeance, il y a cette thématique de la mort, du retour à la vie sociale, mais dans des conditions en quelque sorte compliqué, presque ce retour qui est forcément corrompu et qui ne peut que se terminer de manière sanglante d'une certaine façon. Pour les fans également de cinéma coréen, Old Boy est inspiré de ce roman. Pardon, c'est mon téléphone. Si vous avez reconnu en tout cas l'histoire, mais il se passe beaucoup de choses dans ces pages. Le style est franchement également facile à aborder. C'est vrai qu'il y a des passages plutôt descriptifs, mais ça reste principalement un roman d'action. Les personnages sont assez faciles, il y en a pas mal, mais ils sont assez faciles à suivre à mon sens. On va également être plongé dans une intrigue tout à fait politique qui reste à mon avis compréhensible, même si on le lit quand même plus de 150 ans après sa publication initiale. Et grâce à tous ces éléments, je pense que c'est un classique génial à lire, c'est un classique facile à lire, et c'est un classique qui peut plaire à n'importe quel public, même s'il a été pendant longtemps facilement assimilé aux garçons, en fait pas du tout. Vous pouvez tout à fait le lire, il n'est pas compliqué. Évidemment, de Dumas, vous pouvez aussi lire Les Trois Mousquetaires, c'est son œuvre la plus connue. Personnellement, je n'ai pas lu Les Trois Mousquetaires,
Mousquetaires, mais j'ai adoré le Comte de Monte Cristo quand j'étais adolescente. Je l'ai lu pour la première fois à l'âge de 13 ans peut-être, et ça a été une très bonne lecture, ça a été une lecture facile et une lecture qui m'a pas du tout laissée indifférente, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui se veut être compréhensible, qui se veut être plutôt brève. J'espère que je vous aurai donné quelques idées de lecture pour se lancer un peu dans les classiques ou dans les romans qui sont considérés comme des classiques en tout cas, sans trop se prendre la tête, pour vous prouver que non, les classiques ne doivent pas seulement être lus à l'école ou dans un cadre scolaire, que l'on peut lire n'importe quel type de classique avec des histoires très différentes, il y a une énorme diversité dans les classiques, que l'on peut apprendre beaucoup de choses à travers les classiques, particulièrement grâce à différentes situations politiques, et que finalement la lecture est avant tout un plaisir qui va vous amener énormément de choses et qui peut vous faire complètement vous déconnecter de la réalité pour vous plonger dans votre imagination. Et lorsqu'on sait que c'est des livres qui ont été lus par des milliers et des milliers de personnes à travers des époques et que quelqu'un a aimé le Comte de Monte Cristo en 1845 et que quelqu'un l'aime en 2020, et ben je trouve ça assez génial finalement, c'est ce qui est fabuleux avec l'art. Sur ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche également. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui la trouveraient intéressante. Je suis très active sur Instagram également, si vous voulez suivre mon travail, je publie de façon quotidienne, normalement en stories mais également en post sur mes lectures du moment, sur des réflexions sur la littérature. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye!